15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Les forces armées djiboutiennes ont célébré aujourd'hui le 47e anniversaire de la création au camp Cheikh Ousmane. Et l'Égypte et Chypre demandent un cessez-le-feu concernant la guerre entre Israël et le Hamas. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Et nous débutons cette édition par ce communiqué qui nous est parvenu de la présidence de la République dont voici la teneur, je cite. C'est avec une grande consternation que le gouvernement de la République de Djibouti a pris connaissance du rapport sur la performance des conteneurs publié par la Banque mondiale 2023, publié donc en collaboration avec S&P Global Market Intelligence. Ce classement qui place le port de Djibouti à la 379e place mondiale, soit une chute vertigineuse de plus de 300 places par rapport à 2022 est non seulement absurde mais également insultant pour les efforts considérables déployés par les autorités djiboutiennes pour développer et moderniser leurs infrastructures portuaires. Cette dégringolade spectaculaire dans le classement défie toute logique et ne correspond en aucun cas à la réalité observable sur le terrain. En effet, le port de Djibouti a connu une année 2023 faste, marquée par des investissements contenus en matière d'installation et de productivité, ainsi que par le développement de nouvelles activités telles que le transbordement. L'acquisition de portiques de dernière génération pour les navires de grande capacité témoigne de l'engagement de la Société Générale du Terminal à conteneurs de Doralé à offrir des services de pointe à sa clientèle internationale. De plus, il est ahurissant de constater que le rapport de la Banque mondiale déplace miraculeusement le port de Djibouti vers une région ouest, centrale et South Asia englobant une zone allant de l'Arabie Saoudite au Bangladesh. Cette erreur géographique grossière jette le doute sur la crédibilité de l'ensemble de l'étude et soulève des interrogations quant à la méthodologie employée. Un manque de respect envers les efforts de Djibouti et un frein à la coopération. Le classement aberrant du port de Djibouti dans le CPPI 2023 comporte et porte un préjudice injustifiable à la réputation de notre pays et de ses infrastructures portuaires, d'autant plus regrettables dans un contexte international marqué par des tensions complexes qui affectent les conditions d'exploitation des ports. Face à cette situation inacceptable, la République de Djibouti exige de la Banque mondiale des explications claires et détaillées sur les éléments ayant conduit à ce classement erroné. Nous demandons donc également une révision immédiate de ce rapport afin de refléter fidèlement la performance réelle du port de Djibouti et de rendre justice aux efforts considérables déployés par les autorités djiboutiennes pour développer un hub logistique de premier ordre. Le gouvernement de la République de Djibouti réaffirme sa détermination à poursuivre sa politique de développement ambitieuse du secteur portuaire en vue de renforcer la position stratégique de Djibouti comme plateforme maritime incontournable au service du commerce international. La République de Djibouti espère que la Banque mondiale fera preuve de transparence et de rigueur dans ses futures analyses afin de promouvoir une collaboration constructive et mutuellement bénéfique. Fin de citation. Je vous propose à ce sujet de suivre à présent la déclaration du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Haddi. De la Banque mondiale, nous le rejetons complètement parce que ça ne reflète pas la réalité de nos prestations, de notre productivité dans les ports de Djibouti. Et on ne sait pas et on ne comprend pas comment, en 2023, nous avons réalisé une augmentation du trafic de 42% pour les conteneurs et qu'on nous déclasse le 26e port du continent au 379e position. Ça, il n'y a pas de justification. Nous avons augmenté notre capacité qui est aujourd'hui pour les conteneurs, pour le port de Tadjoura, pour le port de DMP. On est en train de construire le port de Demerjog. Le niveau des ports de Djibouti, on aura une capacité de 60 millions de tonnes par an. Donc, je ne comprends pas la motivation de ces classements. Lorsqu'on parle de performance d'abord, je vais revenir sur les performances et les critères qu'ils ont utilisés les gens de la Banque mondiale. C'est ce qu'on appelle TTT, Track Turnaround Time. La minute où le camion est rentré dans les ports
Et il a passé combien de minutes pour ressortir? On est à 70 minutes. Pour la productivité des quais, on est à 120 conteneurs à l'heure par bateau. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ces classements. Ça ne s'est jamais passé dans toute l'histoire qu'un port 26e place soit dégringolé jusqu'au 379e place. On se compare avec les autres ports du monde. On sait combien ils font à Marseille, à Los Angeles, à Shanghai, à Tokyo, à Yokohama. On est bon. Et les chiffres ne mentent pas. Tant que nos clients sont contents, tant qu'on fait du business, ça a vraiment discrédité la Banque mondiale dans ces derniers rapports. On est des gens du métier, on est des gens du transport et logistique, on est des gens du shipping. On n'a pas compris comment ils ont fait cette évaluation. Pour nous, c'est complètement biaisé. C'est les clients qui choisissent les shipping lines et les propriétaires des marchandises. Quel port ils vont aller. Ce n'est pas possible qu'en 2022, on était les 26e dans le monde et qu'aujourd'hui, on se retrouve à 379e. Qu'on était pour l'Afrique aussi, le troisième port, après Tangemed, Maroc, et Port Saïd, Égypte, on était le troisième port. Et le premier port de l'Afrique subsaharienne en termes de productivité. Donc nous refutons complètement. C'est un rapport et un index qui a été biaisé pour nous. C'était dans les titres de cette édition. Le 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne a été célébré avec grande ferveur ce matin, marquant un moment de reconnaissance, de respect pour les forces armées du pays. Dès l'aube, le haut dignitaire du pays a pris place sur les lieux de la cérémonie, marquant ainsi le début des festivités. Et parmi les personnalités présentes figuraient à présence de l'ensemble du gouvernement djiboutien, des hautes autorités civiles, des commandants des forces de défense et de sécurité du pays, des officiers de l'armée djiboutienne, des représentants étrangères accréditées à Djibouti ainsi que de 3 délégations militaires venues expressément pour ces festivités du Maroc, d'Éthiopie et de la Somalie en qualité d'invité d'honneur du chef d'état-major général des armées. L'inspection des troupes, premier acte solennel de la journée, a été réalisée par le ministre de la Justice, Premier ministre par intérim Ali Hassan Bahdoun, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo Dispositif de président composé de forces de défense et de sécurité, rassemblés pour la cérémonie commémorant le 47e anniversaire de notre création de corps armé djiboutien. Pour le Wadi Moussa, commandant de troupes, avant du terrorisme.
دعوة صباحي. هاي Dans l'actualité, toujours dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'Agence française de développement, l'AFD, une journée pays dédiée à Djibouti a été organisée, mettant en lumière les efforts conjoints pour renforcer les liens entre les deux entités. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, a profité de cette occasion pour s'entretenir avec le directeur général de l'AFD, Rémi Rioux, sur les voies et moyens de consolider cette collaboration fructueuse. Dans un échange chaleureux, le ministre Dawalé a exprimer sa satisfaction quant à la qualité du partenariat existant entre Djibouti et l'AFD. Il a souligné l'importance de diversifier l'économie djiboutienne au-delà de ses secteurs traditionnels tels que les ports et les bases militaires. Il a ainsi émis le vœu de voir l'AFD intensifier ses financements pour accompagner ce programme ambitieux de diversification. Direction Bruxelles à présent, où le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, a tenu des discussions fructueuses avec le commissaire européen chargé des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen. Au cœur de leurs échanges se trouvaient les enjeux géopolitiques et économiques, régionaux et internationaux, ainsi que la coopération croissante entre Djibouti et l'Union européenne. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de renforcer davantage leur partenariat, soulignant l'importance de cette collaboration pour les deux régions. Mme Urpilainen a notamment salué le gouvernement djiboutien pour son soutien dans la facilitation d'opérations conjointes. De son côté, le ministre Dawalé s'est félicité de l'excellence de la coopération avec l'Union européenne. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné du secrétaire général du MENFOP, a participé aux travaux du Conseil d'administration de partenariat mondial pour l'éducation, le GPE, qui se déroule actuellement à Berlin, en Allemagne, du 4 au 7 juin 2024. Djibouti est devenu membre du conseil d'administration cette année pour un mandat de 3 ans aux côtés du Tchad pour représenter tous les pays d'Afrique francophone après avoir contribué aux différents comités techniques du GPE depuis 2016. Le ministre Moustapha Mohamed a apporté une contribution substantielle aux discussions et décisions du conseil. Les échanges et réflexions ont porté sur la validation des attributions, des allocations, du financement à différents pays. Ils ont porté également sur la définition de la nouvelle stratégie de financement du GPE et les orientations du GPE pour la période 2025-2030. Le ministre de l'Éducation nationale n'a pas manqué de partager avec le membre du Conseil venu du monde entier la politique éducative de Djibouti définie par le président de la République Ismaël Omar Guelleh et les résultats obtenus par l'école citoyenne mise en place. Il a ainsi informé le Conseil de la transformation du système éducatif en cours de réalisation à Djibouti, notamment l'expérimentation du concept de l'école rurale intégrée. Rappelant que le conseil d'administration du GPE est l'organe directeur suprême du partenariat mondial pour l'éducation, il est chargé de définir les politiques et les orientations stratégiques du GPE, de le renforcer et le développer, d'assurer sa supervision financière, de formuler ses politiques, de s'acquitter de ses obligations fiduciaires, d'évaluer ses résultats et d'assurer leur amélioration constante, ainsi que de gérer et atténuer les risques. Le conseil fait également office de chef de file et de défenseur de l'éducation dans le monde. Il est composé de 40 membres issus des représentants des pays en développement, des bailleurs de fonds, des organisations de la société civile, du secteur et fondations privées, des organismes multilatéraux et des banques régionales. Le conseil d'administration se réunit 2 fois par an pour examiner les progrès réalisés et prendre des décisions stratégiques. En marge des réunions du conseil d'administration, le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a participé à plusieurs panels portant sur les innovations pédagogiques basées sur le concept d'apprendre par les jeux, ainsi que sur la mobilisation des financements pour soutenir l'éducation de qualité inclusive.
Sous la présidence de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Noufa Ismail Abdo, s'est tenue aujourd'hui une cérémonie marquant au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes dédiée à la promotion des activités économiques et à la remise de fonds de démarrage aux coopératives de culture. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet Solutions pérennes, une initiative conjointe du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et du Programme alimentaire mondial visant à apporter un soutien durable aux ménages vulnérables. Lors de cette cérémonie, 50 jeunes femmes issues de familles bénéficiaires de transferts monétaires ont été mises à l'honneur. Ces jeunes ayant suivi une formation en couture de 3 ans dispensée par l'UNFD ont reçu des machines à coudre pour démarrer leurs activités génératrices de revenus et pour renforcer leur capacité économique. À l'occasion de cette cérémonie, ces coopératives ont reçu un fonds de démarrage de 50 000 $ afin de les aider à s'insérer sur le marché de l'emploi et à contribuer ainsi à l'économie locale. La ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Noufa Ismail Abdo, a souligné l'importance de ces projets pour le développement économique et social des ménages vulnérables. Elle a également réaffirmé l'engagement du MAS à poursuivre ses efforts en collaboration avec des partenaires tels que l'UNFD pour offrir des solutions durables et autonomisantes. On a d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer la promotion économique et l'autonomisation des femmes djiboutiennes. Au nom du PAM, je salue le travail du ministère des Affaires sociales et des Solidarités pour réduire les inégalités et améliorer les conditions de la vie des populations vulnérables. Je remercie aussi l'ONFD qui organise cette importante cérémonie et son engagement pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Grâce au projet Solutions pérennes, financé par l'Union européenne, plusieurs femmes ont reçu des fonds pour commencer une activité génératrice de revenus. Ces activités sont importantes pour améliorer la consommation alimentaire des foyers. Je félicite et j'encourage ces femmes. Notre souhait est d'encourager ces jeunes qui se sont organisés en coopérative et faciliter l'insertion sur le marché du travail. Enfin, je félicite encore l'ENFD et le ministère des Affaires sociales pour leur accompagnement et leur soutien. Suivant à présent l'intervention de la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue au siège de l'UNFD à l'occasion de cette cérémonie de fin de formation et de mise en place des coopératives de couture de jeunes filles. Je tiens par la même occasion à vous remercier au nom de la Première Dame, présidente de l'UNFD, son Excellence Mme Khadra Mohamed Hay, pour avoir répondu si nombreux à notre invitation. Permettez-moi de vous rappeler que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, avec l'appui du Programme alimentaire mondial et de l'Union européenne, avait lancé en 2018 le projet d'autonomisation, épanouissement et solutions pérennes sociales pour les populations hautes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables sur le territoire djiboutien. Dans ce projet intégré qui a réuni plusieurs acteurs étatiques et non étatiques, l'UNFD était en charge de la mise en œuvre des activités d'autonomisation par la création des AGR pour 200 femmes et la formation en culture et l'organisation coopérative de quelques 50 jeunes filles, tous issus des ménages en situation de précarité. La présente cérémonie qui nous réunit ce matin est l'un des derniers fruits de ce travail de longue haleine qui a permis à des milliers de ménages et des centaines de jeunes filles de sortir de la pauvreté et d'améliorer leurs conditions de vie et leur bien-être social. Ces dernières bénéficieront d'un appui financier du MAS pour leur installation
et le lancement de leurs activités professionnelles. De son côté, l'UNFD fera tout son possible pour assurer l'accompagnement et l'encadrement adéquat à ces jeunes coopératives. Et de son côté, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Olofa Ismail Abdou, s'est félicitée de la tenue de cette cérémonie et a remercié tous les partenaires. On écoute la ministre. Notre politique sociale de lutte contre la pauvreté, pensée et conçue par le président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, n'est pas seulement... Cette politique sociale pensée et conçue par le président de la République n'est pas seulement de nature patriotique, mais elle est également morale, religieuse et empreinte d'une profonde solidarité. C'est donc avec une immense joie que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise d'un chèque de 10 millions de nos francs, soit 50 000 $ aux jeunes filles formées par l'Union nationale des femmes de Djibouti dans la couture et constituées en coopérative. Cette étape est cruciale dans le processus de formalisation des coopératives des jeunes filles formées par l'Union nationale des femmes de Djibouti. Aujourd'hui, donc, nous célébrons les résultats concrets de projets de solutions pérennes réalisés grâce à un financement de l'Union européenne et à travers le Programme alimentaire mondial. Depuis son lancement en juillet 2018, ce projet a eu un impact positif sur de nombreuses familles et communautés vulnérables et je souhaite ici rendre un hommage à cet effort collectif. L'autonomisation et la formation professionnelle. Plus de 400 ménages bénéficiaires ont eu un accès à des formations professionnelles et techniques. En termes de ciblage, il s'agit ici de 270 jeunes issus de ménages bénéficiaires de transferts monétaires qui ont bénéficié de formations professionnelles et techniques à travers divers centres, notamment 150 formés à travers le MENFOP, 100 jeunes à travers le centre de formation du complexe Ar-Rahma, 20 jeunes dans le centre de formation de l'Église protestante et évangélique de Djibouti. Et 200 femmes ont suivi des formations estime de soi, entrepreneuriat pour le développement et l'accompagnement des AGR. Ces formations prévues à la base pour 200 jeunes formés a vite rencontré un succès. Et ce sont au final 270 jeunes qui ont bénéficié de ces formations. Le soutien également aux coopératives. Nous avons ciblé et identifié des jeunes filles formées par l'UNFD pour les accompagner dans la création et la formalisation de coopératives. 10 coopératives, 11 même, ont été créées, 5 dans les régions de l'intérieur et se sont consacrées au ramassage d'ordures et à l'hygiène et à la voirie, et 6 dans la capitale qui sont autour de la couture et que vous avez donc vu à dans la vidéo toutes leurs réalisations. Ce projet s'est donc distingué par une approche holistique visant à répondre aux besoins immédiats des ménages vulnérables tout en leur offrant des moyens de se prendre en charge de manière autonome à long terme. Par le biais de transferts monétaires, il a assuré une sécurité alimentaire et un soutien financier aux familles et les plus démunis, permettant ainsi de soulager la pression économique immédiate. Cependant, la véritable innovation du projet réside dans sa capacité à aller au-delà de l'assistance financière ponctuelle. En intégrant des programmes de formation professionnelle et technique, le projet a permis aux bénéficiaires d'acquérir des compétences pratiques et valorisantes. De plus, en collaboration avec les partenaires tels que l'Union européenne et l'UNFD, ainsi que la Caisse populaire d'épargne et de crédit, le projet a facilité l'accès à des services financiers, renforçant ainsi les capacités économiques des participantes. Les bénéficiaires ont pu ouvrir des comptes d'épargne et obtenir des microcrédits pour démarrer ou développer leurs activités, garantissant ainsi une source de revenus stable et durable. L'objectif, bien sûr, c'est la sortie de pauvreté et nous remercions Allah, alhamdulillah. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Restez avec nous, la suite de notre journal, c'est dans quelques instants. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. En nouvelle nationale, toujours, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé un atelier crucial centré sur le projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. Cet événement significatif a rassemblé divers partenaires clés, notamment l'USAID et le FNUAP, témoignant de l'importance de la collaboration internationale dans la promotion des initiatives locales. Le projet, conçu pour renforcer l'implication des organisations de la société civile, a visé principalement à prévenir et atténuer les violences basées sur
sur le genre et les mutilations génitales féminines. Durant l'atelier, les participants ont discuté des stratégies pour intégrer plus efficacement les actions de la société civile dans les plans de développement locaux. Ils ont également exploré des approches innovantes pour sensibiliser les communautés et promouvoir des changements de comportement positifs. Les discussions ont mis en lumière les défis actuels, mais ont aussi souligné les réussites des initiatives en cours. Que celle-ci comporte. Ce dernier va durer pendant 3 jours et il a réuni plusieurs départements, agences et ministères. En nouvelles du monde, à présent, le ministre égyptien des Affaires étrangères recevait cette semaine son homologue chypriote au Caire et lors d'une conférence de presse conjointe, Samer Choukri et Konstantinos Kambos ont simplement demandé l'arrêt des hostilités. Les deux diplomates ont critiqué la situation qui s'enlise davantage avec la ruine du quai flottant américain censé acheminer l'aide humanitaire à Gaza. L'Égypte dénonce les attaques sur Rafah, le combat et les restrictions israéliennes sur les envois d'aide humanitaire par les points de passage frontaliers et expose la quasi-totalité des 2,3 millions d'habitants de Gaza à une famine certaine et sévère selon les agences humanitaires. Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués depuis lors, dont un grand nombre de femmes et d'enfants. À New York, le secrétaire général de l'ONU a critiqué les compagnies pétrolières responsables d'émissions de CO2. Antonio Guterres a proposé aux pays membres de les taxer plus lourdement afin de financer les pertes et dommages subis par les populations à travers le monde. Un discours prononcé à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Il a déclaré que les émissions mondiales de dioxyde de carbone devaient diminuer de 9% chaque année jusqu'en 2030 pour que l'objectif de 1,5 degré puisse être maintenu. Pour le patron de l'ONU, il est temps de mener une action globale et équitable pour atténuer les impacts du changement climatique et protéger les populations les plus vulnérables. Il espère que ces différentes mesures seront entendues au sommet du G20 prévu en juillet prochain au Brésil. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.